ici Guéric de Ternay, le fondateur de Goudron Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Clic sur la mode. Aujourd'hui, je vous propose de parler du métier de blogueur. Pour ça, j'ai invité Xavier Faure, le fondateur du blog Le Barboteur. Dans cet épisode, Xavier nous parle de son travail de blogueur de mode. Il nous explique comment il crée du contenu de qualité et collabore avec des marques, en plus d'avoir un travail à plein temps. Pour Xavier, la mode est une passion, et depuis quasiment 10 ans, il a réussi à en faire une activité professionnelle qui lui permet de générer un revenu en parallèle de son boulot. C'est l'aspiration de beaucoup de créateurs de contenu sur Instagram et TikTok, et j'ai trouvé ça très intéressant d'avoir le témoignage détaillé de Xavier sur comment il a réussi à faire ça. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est parti. Xavier, tu es le fondateur du blog Le Barboteur. Bienvenue dans Double Clic sur la mode. Xavier, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas Le Barboteur, qu'est-ce que c'est ? Merci de m'avoir invité aujourd'hui. Parler du Barboteur. Le Barboteur, c'est un blog de mode que j'ai lancé il y a 12 ans maintenant. J'ai lancé le Barboteur parce que je suis passionné de mode déjà, avant tout, et aussi de digital. Et donc j'ai voulu réunir ces deux passions et parler de mode masculine, parler de bonnes adresses, parler de bons plans, mes coups de cœur. Et donc voilà et comment est né le blog Le Barboteur. Au cours des 12 dernières années, il y a eu énormément de blogs qui ont été créés sur la mode masculine. Il y en a peu qui ont vraiment survécu et qui ont eu autant d'impact que le Barboteur. Je veux savoir comment est-ce que tu te différencies ? Quand j'ai décidé de le lancer, j'avais pas pour objectif d'en vivre ni et je m'imaginais pas du tout durer autant de temps. Mais j'étais hyper motivé, j'avais envie de ne pas lâcher. Donc je me suis investi énormément, jour et nuit, sur les premières années. Et puis les premières collaborations qui sont arrivées, ça m'a donné beaucoup de motivation. Et donc à force de travail, mon blog est devenu plus professionnel aussi par rapport aux premières années, par rapport au lancement. Et donc tout ça a fait que petit à petit, je me suis fait ma place, on va dire, parmi les autres blogs. Alors il y a 12 ans en arrière, on n'était peut-être pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, donc c'était un peu plus facile, on va dire, pour venir faire sa place. Mais ça a demandé beaucoup de travail et beaucoup d'investissement aussi. À quel moment est-ce que tu t'es senti suffisamment confiant pour te mettre à plein temps sur le blog ? Rigolo cette question parce qu'effectivement il y a eu un élément déclencheur qui a fait que ça a été mon passage à 7 à 8, 4 ans après avoir lancé le Barboteur. J'ai été contacté par l'équipe de 7 à 8 pour faire un reportage justement sur le métier de blogueur, influenceur. Et à ce moment-là, j'ai compris que ce que j'avais mis en place, tout le travail que j'avais effectué ces premières années, commençait par payer. C'était pas un aboutissement, mais quelque part j'étais assez fier d'être un peu reconnu par en plus ce type d'émission qui traite de sujets sérieux et un peu plus légers. La mode, ça reste quand même un sujet léger, hein. Mais voilà, j'étais content de pouvoir passer dans cette émission et de pouvoir raconter et expliquer comment je travaillais. Donc tu parles de ton travail. Quel est le travail d'un blogueur, d'un influenceur ? On fait tout à la fois. En tant qu'auto-entrepreneur, moi j'ai lancé un blog de mode, mais pour n'importe quel auto-entrepreneur, c'est un travail dans lequel on va devoir réaliser les articles, donc écrire les articles, faire les photos, répondre aux mails, démarcher. Donc en fait, on touche à tout et c'est ce qui fait que c'est aussi intéressant et c'est aussi pour ça qu'on monte en compétence très vite, c'est qu'on est amené à toucher à tout et c'est ça qui est intéressant, je trouve. C'est vraiment on se découvre de nouveaux métiers et donc à force d'explorer je sais que moi par exemple la photo, je suis pas du tout un photographe professionnel, mais ça a été intéressant au fil du temps de voir mon évolution où j'ai pu monter en compétences et aujourd'hui j'arrive à faire des photos de qualité. Alors certes, ça sera pas des photos comme un photographe professionnel, mais voilà, ça plaît aux marques. C'est ça que je trouve intéressant dans le métier de blogueur influenceur, c'est qu'on touche vraiment à tout. Le métier de blogueur, c'est pas un métier en soi, c'est plusieurs métiers en même temps. C'est du marketing, c'est du média, c'est à la fois aussi de l'entrepreneuriat, faut gérer ses comptes. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a énormément de facettes et du coup, ça te demande d'apprendre beaucoup de différentes activités. Ça demande d'apprendre beaucoup, ça demande beaucoup de rigueur aussi. On peut pas se permettre de dire j'ai pas envie cette semaine, tant pis. Voilà, ça, c'est notre travail. On n'a pas de patron, on est notre propre patron. On doit être réactif
on doit aller vite aussi dans ce métier parce que, comme je te disais au tout début, il y a quelques années, on n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, pléthore de blogueurs, donc et surtout sur le secteur de la mode. Donc voilà, aujourd'hui, si on n'est pas réactif, si on répond pas avec des dispositifs publicitaires qui soient en phase avec ce qu'attend le client, c'est vrai que les marques, voilà, c'est aussi ça la difficulté, c'est qu'il faut en permanence, je dirais être pas à la pointe, mais si tu veux être en permanence à jour sur voilà, sur les nouveautés, pour pas être en décalage, parce que derrière on sait que il y a énormément d'autres blogueurs qui sont force de proposition, qui proposent de belles choses, qui créent sans arrêt aussi. C'est ça aussi le métier d'auto-entrepreneur, c'est de créer et de pas se reposer sur ses acquis. La différence entre l'influenceur qui vient poster des photos de temps en temps et le fait de devenir professionnel. Et vraiment de te dire, j'ai des deadlines, je dois continuer, je peux pas le faire selon mes humeurs, je dois avancer, m'imposer ces deadlines. Après, je différencie bien blogueur, influenceur. Moi, j'ai commencé en tant que blogueur il y a 12 ans parce que c'était surtout les blogs qui fonctionnaient à cette époque-là. Aujourd'hui, ça fonctionne encore, j'en suis la preuve, et je sais que je suis pas le seul. Mais forcément, ça évolue aussi, le métier a évolué, et les réseaux sociaux aujourd'hui voilà, ont explosé. Donc, il faut être aussi présent sur les réseaux sociaux, et notamment sur des plateformes comme Instagram, qui, on va dire, sont plus ma génération à moi. Je suis un peu moins présent sur TikTok, moins actif parce que voilà, c'est un peu plus jeune. Bon, après il faut y être aussi parce que c'est important d'être présent. Mais voilà, moi par exemple sur Instagram, c'est là où je m'exprime le plus. C'est là aussi où j'ai ma plus grosse communauté. Et donc voilà, ça demande d'évoluer sans cesse. Comment est-ce que tu te tiens au courant justement de ces dernières tendances? Plusieurs façons, déjà par les marques qui me contactent quotidiennement pour me présenter les nouvelles collections, présenter de nouveaux produits, donc ça facilite les choses, on va dire. Après, il y a une recherche personnelle. Le fait d'être par exemple sur Instagram, mais forcément, on sait ce qui se passe, on voit les nouveautés, on voit les nouvelles tendances, donc ça facilite aussi le travail, forcément. Et puis après, c'est moi, je marche beaucoup coup de cœur aussi. Il y a les tendances, les nouveautés, ça c'est important, bien évidemment. Mais il y a pas que ça. Il y a aussi le fait je vais peut-être proposer aussi des fois des pièces pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. C'est pas forcément les dernières tendances, mais voilà, c'est une pièce qui va me parler. C'est une pièce que je vais avoir envie de mettre en avant sur mon compte Insta ou sur mon blog, peu importe. Mais voilà, je marche beaucoup comme ça. Depuis le début, j'ai toujours marché comme ça. Effectivement, voilà, je suis les tendances, mais j'aime bien aussi proposer des choses qui me plaisent avant tout. Comment est-ce que tu définis ce style qui te plaît, le style que tu veux mettre en avant? Quand j'ai lancé le blog, ma ligne de conduite, c'était proposer de belles marques de qualité, mais à des prix abordables. Moi, je suis pas quelqu'un qui voulu se positionner sur du luxe parce que ça ne me ressemble pas. Voilà, c'est pas en phase avec comment je vois les choses, et moi j'ai envie je n'ai pas envie justement que les lecteurs arrivent sur mon blog, découvrent des marques, des pièces qui sont pas abordables et qui soient frustrés de ne pas pouvoir se l'acheter. Voilà, c'est pas le but. Moi, j'ai envie de vraiment proposer des marques qui restent quand même de qualité, hein, mais voilà, qui restent à des tarifs abordables, et que le lecteur puisse se faire plaisir en disant ah super, Xavier l'a proposé cette veste, hein, je vais aller voir, ah ouais, c'est dans mon budget, voilà. C'est l'esprit aussi de ce que je propose au quotidien. Côté stylistique, est-ce que tu as un style particulier, le workwear, un peu de streetwear, ou est-ce que tu mélanges tout, parles à plusieurs audiences? Alors moi, j'aime bien parler à plusieurs audiences. D'une manière générale, je suis un peu streetwear, casual. On va dire que la plupart du temps, c'est mon style, mais après, j'aime bien proposer autre chose. On le voit sur mes photos Insta, ça m'arrive aussi de mettre en avant avec joli costume, un petit pantalon habillé. Voilà, j'aime bien proposer un peu différents styles, mais toujours de manière à ce que ça rentre toujours je perds pas, on va dire, la ligne de départ, c'est-à-dire proposer des pièces qui me plaisent. Ça, c'est la base. Mais après, voilà, j'aime bien effectivement proposer des looks un peu différents et des styles un peu différents, que ça se reste toujours en phase avec ce que je suis, et ce que tu me verras jamais demain avec une veste rose d'un coup qui arrive sur mon feed, même si j'aime bien le rose, mais voilà, on sait très bien que c'est pas
la couleur par exemple qui me plaît le plus, et c'est pas ce que je vais mettre forcément en avant, et voilà. Tu disais que les marques te contactent, t'envoient des nouveautés. Comment est-ce que tu travailles avec ces marques? Comment est-ce que tu les choisis? C'est au coup de cœur, voilà, tout simplement. C'est au coup de cœur. Ça va être l'histoire de la marque, les produits qu'elle propose, la fabrication. Mais avant tout, c'est au coup de cœur. Je n'ai pas choisi les marques que je mets en avant sur mes réseaux ou sur mon blog parce qu'on m'y a forcé ou parce que ça a été extrêmement bien payé. C'est vraiment des produits qui me plaisent avant tout, et voilà. Si la marque propose des pièces que je trouve sympa, voilà, ça va me donner envie de travailler avec elle. Et c'est aussi ça qui est intéressant pour ma part, c'est que je ne suis affilié à aucune agence, et donc personne ne m'impose quoi que ce soit. Donc ce sont mes propres choix. Et c'est comme ça que je choisis les marques avec qui je travaille. Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe le partenariat avec une marque? Comment est-ce que ça commence, passe le déroulement, avec quels sont tes interlocuteurs? Il y a plusieurs façons de travailler. On peut travailler sur de l'échange marchandises. Donc la marque va m'offrir une pièce, puis moi je vais en parler soit sur mon blog à travers un article, soit sur mes réseaux sociaux. On peut travailler en frais fixes. Donc la marque va me payer par exemple pour écrire un article. Donc ça sera un publi rédactionnel qui sera sponsorisé. Après on peut faire aussi les deux, être payé et avoir de la dotation. Voilà, je suis, si tu veux, je ne suis pas fermé. Je suis pas forcément là aussi pour prendre de l'argent sur toutes mes collaborations avec les marques. Pourquoi? C'est important aussi de le dire. Comme je te l'ai dit dès le départ, je fais ça par passion avant tout. Je l'ai pas précisé au début de l'entretien, mais je travaille aussi à côté. Donc voilà, c'est le barboteur, c'est devenu un travail presque à plein temps, mais je fais ça par passion avant tout. Combien de temps est-ce que ça te prend de travailler sur le barboteur par rapport à avoir un boulot en parallèle? Ça me prend plusieurs heures par jour. Après, j'ai la chance de pouvoir m'organiser entre mon job à côté et le blog. Donc ça peut être plusieurs heures par jour. En tout cas, j'y travaille quotidiennement dessus. Ça c'est indispensable, quoi. Je peux pas ne pas m'arrêter de travailler sur le blog. C'est parce que j'ai des demandes qui sont quotidiennes. Donc c'est un peu une obligation. Les soirs, les week-ends, dès que j'ai un moment de libre, je travaille dessus. J'étais assez curieux de connaître les outils que tu utilises pour créer ton contenu en termes de photographie, de vidéo. Pour le blog, j'utilise WordPress. J'ai toujours utilisé WordPress. Je travaille avec une agence qui est basée à Marseille, qui s'occupe aussi de tout le développement et de la maintenance de mon blog. Ça, c'est la première chose. Pour tout ce qui est photo, editing, tout ça, j'utilise Lightroom pour retoucher mes photos au niveau des filtres. C'est le logiciel que j'utilise. Créer des visuels, j'utilise Canva, beaucoup Canva. Très intéressant aussi pour tout ce qui est les visuels sur les réseaux sociaux aussi. Un petit peu de Photoshop, mais très léger. Voilà, c'est les outils que j'utilise le plus. Et après, forcément, mon smartphone où j'ai toutes mes applications dessus, c'est vraiment mon outil de travail pour faire mes photos. La plupart de mes photos sont réalisées à l'iPhone. Après, j'ai aussi un réflexe à côté pour d'autres styles de photos, mais 80% des photos sont réalisées avec l'iPhone. Voilà pour les outils que j'utilise quotidiennement. Et quel iPhone tu utilises? Quelle version? Version Pro Max. Là, celui que j'ai actuellement, c'est le 13, avec un trépied, toujours. Très souvent, j'utilise aussi une télécommande pour faire mes propres photos. J'ai pas, on va dire, la possibilité d'avoir tout le temps quelqu'un avec moi pour réaliser des photos. Donc, un trépied, une télécommande, le téléphone, ça me permet d'être autonome et de pouvoir faire mes photos. J'ai pris l'habitude aussi, donc maintenant, c'est assez facile pour moi de faire des photos de qualité en étant tout seul. Est-ce que tu as une pose favorite? Ouais, si on regarde sur mon compte Instagram, on verra que je suis pas tout le temps sur la même pose, mais non, j'ai pas vraiment de pose favorite. Comment est-ce que tu réfléchis au fait de te faire prendre en photo? Est-ce que tu prends plusieurs photos avec des angles différents? Est-ce que tu sais plus ou moins déjà ce que tu veux en juste une ou deux photos et tu arrives au résultat parfait? Généralement, je fais une séance de photos qui peut durer de 15 minutes à une demi-heure, tant que j'ai pas la photo qui me convient, on va dire. C'est pas forcément par rapport à la tête que je vais faire ou si je souris ou pas. C'est plus de mettre en avant le produit qui m'intéresse, de manière à ce qu'on puisse bien le voir, bien voir les détails.
c'est aussi ça c'est pour ça que je fais beaucoup de carousel aussi dans mes photos. C'est parce que je prends différents points de vue du produit que je vais mettre en avant. Est-ce que tu fais une sorte de storyboard ou est-ce que tu as une histoire en tête que tu peux raconter quand tu as le produit en main? Tu dis, tiens, c'est ça que je veux dire par rapport à ce produit, c'est ce message que Pour le blog, oui, quand j'écris mes articles. Après, pour Instagram, pas forcément. Voilà, je réalise les photos, je les publie. J'essaie de faire un petit wording sympa. Voilà, de donner un peu des informations sur la pièce. Parce que bon, voilà, sur Instagram, par exemple, c'est de la photo, mais dans le texte, j'essaye de donner quelques caractéristiques sur le produit. Bon, après, je reçois des DM pour ceux qui ont besoin d'avoir plus d'informations ou des messages, mais voilà, ça se passe comme ça. tu le disais, le fait d'être blogueur, Instagrammeur, c'est un travail très complexe, très complet. Il faut aussi se tenir au courant de toutes les dernières évolutions sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que tu as vécu cette arrivée de Reels et de la vidéo sur Instagram? Ça demande de se réinventer, ça demande de se former aussi parce que forcément, il suffit de voir ce qui se passe sur les reels Instagram. Il y a beaucoup de création, beaucoup d'imagination aussi. Donc voilà, ça demande un peu plus de travail forcément qu'une photo. Je sais que je suis en pleine transition pour ma part parce que voilà, la vidéo ça demande du temps, ça demande voilà d'être un peu plus précis et rigoureux sur le montage, sur les prises de vue, voilà. Donc c'est encore un nouveau métier que j'essaye de m'approprier et j'essaye de proposer de nouvelles choses. Voilà, bon, on travaille, on lâche pas. Je trouve que ça crée le sentiment d'une course effrénée, le fait d'avoir Reels maintenant et de la vidéo. Et comme tu dis, ça demande énormément de temps pour pouvoir créer ce contenu, beaucoup plus que des photos. Résultat, on voit tous ces contenus qui arrivent constamment. On veut créer le sien. On a besoin d'investir énormément d'heures de travail dans une semaine pour arriver à une vidéo de quelques secondes. C'est pas quelque chose qui peut se faire en 15, 20, 30 minutes de shooting. Il faut faire le shooting, mais avant, il faut réfléchir à la façon dont on va le faire pour pouvoir maximiser le temps qu'on va passer et ne pas avoir édité énormément derrière. Mon dernier reel, par exemple, où je m'amuse c'est très à la mode sur Insta, changer de pièce et d'enchaîner comme ça plusieurs looks. Oui, effectivement, ça demande du travail, ça demande une réflexion, c'est beaucoup de travail. Ça se fait pas en 10 minutes si on veut faire quelque chose de qualité, évidemment. Après, pour répondre à ta question, oui, tout va vite, tout se développe. Je me mets pas de pression non plus. Voilà. Je suis pas quelqu'un je suis pas à la course, si tu veux, d'avoir des millions d'abonnés. Je fais vraiment ça avant tout par passion, comme j'ai dit. Après, je suis content que les gens me suivent. Forcément, c'est comme si ton travail était validé par plein de monde, donc forcément, ça fait toujours plaisir. Mais voilà, je mets pas de pression. Si je sors pas de reel pendant 2 semaines, c'est pas très grave. Comment est-ce que tu mesures la performance du contenu et tu t'assures que tu fais quelque chose qui est lu, liké? Est-ce que tu as des métriques particulières? Oui, je traque pas mal mes liens, par exemple, sur le blog pour savoir si ça a cliqué. Après, j'ai mes statistiques qui sont fournies aussi par WordPress pour avoir le nombre de vues. J'ai un Google Analytics aussi qui me permet de voir le nombre de visiteurs uniques, ces choses-là, quoi. Instagram, c'est assez bien aussi fourni en termes de statistiques où on a des stats sur les tranches d'âge, sur démographique. Enfin, voilà. Je suis pas, pour tout te dire et pour être tout transparent avec toi, je suis pas sur comment dire, pas quelqu'un qui analyse les stats précisément, à me dire ok, voilà, je regarde un petit peu, mais globalement voilà, ce qui m'intéresse c'est vraiment d'axer mon travail sur la qualité du contenu. Voilà. Après les marques jugent par elles-mêmes, la plupart du temps elles ont des liens traqués et elles suivent les stats, donc après elles sont contentes, on retravaille ensemble, et puis si c'est pas le cas, eh bien, voilà, on se quitte bons amis, mais la plupart du temps les marques sont contentes parce que voilà, le job est fait et que derrière la plupart du temps ce que je pousse à ma communauté c'est ce qu'ils attendent aussi, donc il n'y a pas vraiment de déception. Voilà. Mais pour répondre à ta question sur les stats, je suis pas là à tout t'analyser en permanence, quoi. Du coup, comment est-ce que tu réfléchis à ta stratégie éditoriale
j'ai pas vraiment de stratégie. Ça peut être étonnant de dire ça, mais je fais un peu comme, c'est un peu, comment te dire, voilà, je vais me lever le matin et je vais me dire bon ben voilà, aujourd'hui j'ai envie d'écrire sur ça. Et ça se passe comme ça la plupart du temps. Et j'ai envie que ça soit comme ça. J'ai pas envie que tout soit cadré, j'ai pas envie que tout soit réfléchi à l'avance. Alors bien évidemment, j'ai des plannings à tenir quand j'ai des collaborations avec des marques, mais voilà, ça va être un peu au gré de mon humeur, si tu veux. Et donc voilà, je vais me dire, ben voilà, aujourd'hui j'ai envie d'écrire sur les costumes de mariage. Je te parle de ça parce que c'est sur ça que j'ai travaillé hier, par exemple. C'était pas prévu, donc c'est ça qui me plaît aussi, c'est de me laisser la liberté de faire ce que j'ai envie. C'est peut-être aussi pour ça que ça a marché. C'est que j'ai toujours procédé comme ça sur le blog, c'est que je l'ai fait voilà au feeling. Donc tu travailles vraiment avec de l'intuition, t'as pas de mood board ou d'autres éléments pour t'inspirer. Aucun. C'est vraiment, ouais, je te dis, bon, après, le fait d'être énormément sollicité par les marques et les agences, forcément, tu as un planning qui se remplit. Et donc, le fait de ne pas être à 100% sur le barboteur, forcément, mon temps, il est très vite rempli. Mon planning est très vite rempli, donc ça laisse peu de place, si tu veux, à une stratégie à mettre en place ou quoi que ce soit. Globalement, j'en ai une, et c'est surtout respecter ma ligne éditoriale. Et c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure aussi sur le fait de travailler avec des marques que je valide moi, parce que c'est des marques avec lesquelles je me retrouve, les pièces me plaisent. Voilà, la stratégie, on va dire, s'arrête à ce niveau-là. Après, derrière, c'est un peu tout au feeling, quoi. C'est très bien que ça se passe comme ça reflète aussi un peu ma personnalité. Voilà. Tu devais recommencer de zéro, commencer à être créateur de contenu. Comment est-ce que tu ferais? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je commencerai déjà par peut-être que je commencerai par les réseaux directement. J'aurais peut-être pas forcément de blog. Ta question, elle est très intéressante, mais c'est compliqué d'y répondre. Je pense que ouais, voilà, c'est ça. Je commencerai par les réseaux. Je changerai pas ma manière de fonctionner. En tout cas, ça sera toujours au feeling. Tu as une plateforme particulière sur laquelle tu commencerais? Je commencerai peut-être sur TikTok parce que le réseau social qui cartonne, Instagram cartonne aussi encore, hein, mais forcément j'irai pas sur Facebook. Hein. Mais non, je pense que je changerai pas grand-chose sur ma manière de fonctionner. Le seul changement, c'est que au lieu de débuter sur un blog, je débuterai sur un réseau, comme font beaucoup de personnes aujourd'hui. Tu travailles avec beaucoup de marques. Quel conseil tu donnerais à une marque travailler avec des influenceurs, des créateurs de contenu? Quelles sont les bonnes approches pour pouvoir bien réussir une collaboration ou un partenariat? Moi, ce qui me plaît, c'est quand la marque, elle me laisse un peu de liberté. Quand je dis ça, j'aime pas trop que la marque arrive en me disant voilà, on veut faire ça, on veut mettre sur ce qu'elle veut mettre en avant, ça me pose pas de problème parce elle décide de ce qu'elle veut mettre en avant. Après, c'est à moi de dire oui ou non sur les produits qu'elle veut mettre en avant si ça me correspond ou pas. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est quand la marque me dit ce que je dois faire, comment le faire. Ça, finalement, ça ne me laisse aucune liberté d'expression. Ça ne me laisse, voilà, je me sens vraiment un peu pris au piège, à me contrôler dans le dispositif que je dois mettre en place. Ça j'aime pas trop. Voilà. Quand le brief est trop précis et que ça ne me laisse pas de liberté dans ce que je dois créer, généralement, je n'y vais pas. Quand tu travailles avec une marque, est-ce que tu travailles surtout avec des marques et leur département marketing, ou est-ce que tu travailles plutôt avec des agences qui les représentent? Je travaille avec un peu de tout. J'ai des marques en direct. Après, j'ai beaucoup d'agences avec qui je travaille. Au fil des années, les agences, on a une relation de confiance aujourd'hui, où pour certaines, je travaille avec elles depuis le début. Le fait d'avoir été sérieux, je pense, c'est pour ça que je te parlais aussi de rigueur et de professionnalisme, c'est que on peut penser que le métier de blogueur influenceur, voilà, oui, c'est cool, on se prend en photo avec des vêtements, on écrit des articles. Derrière, il y a énormément de travail, comme on a pu en parler juste avant. Voilà, je pense que ces agents, moi j'aime beaucoup travailler avec les agences aujourd'hui, en tout cas les agences avec lesquelles je travaille, parce qu'il y a une relation de confiance et on sait comment on travaille ensemble. C'est très efficace. Donc voilà. Mais je travaille vraiment avec les marques, les agences, pas de souci. Et dans ce travail, donc on a parlé de photos, la vidéo. Est-ce que tu as expérimenté avec d'autres canaux où tu te dis non, ça c'est raté? Quels sont les échecs que tu as pu constater qui t'ont forcé ou encouragé à aller dans une autre direction? Le premier échec que j'ai eu, c'est quand j'ai lancé le blog.
au tout début, que je commençais à écrire mes premiers articles, j'avais ma vision des choses, mais j'étais très vite rattrapé par une réalité, c'est que oui, j'aimais la mode, j'étais pas positionné encore comme quelqu'un qui apportait une valeur ajoutée. Donc j'avais tendance à écrire des articles qui étaient, si tu veux, un peu pas très engageants, qui étaient un peu plats. Je me rappelle d'un article que j'avais écrit au sujet de jeans, où je citais des marques de jeans à connaître. Je citais des marques qui étaient connues de tous. Et les lecteurs qui me suivaient, voilà, m'avaient envoyé des messages en me disant, mais en fait, ton article est très sympa, mais on n'apprend rien. On apprend rien. Toutes ces marques-là, on les connaît. Nous, justement, si on te suit, c'est qu'on a envie de savoir, de découvrir de nouvelles marques qu'on connaît pas. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien parce que je me sers aussi des critiques. J'ai pas peur de recevoir des critiques. Au contraire, ça m'a permis d'avancer, et justement de me repositionner sans perdre mes valeurs, sans perdre mon identité ni ma ligne directrice, mais voilà, de mieux comprendre aussi ce qu'on attendait de moi. Donc ouais, les échecs c'est intéressant. Justement, il en faut pour progresser, pour apprendre, et ça permet d'avancer. Ouais. Tu sais que le barboteur était une grande inspiration pour le blog de Goudron Blanc et qui était probablement l'un des plus gros échecs de Goudron Blanc, qui était les débuts du blog quand je l'ai lancé. J'étais très centré sur l'aventure Goudron Blanc, je parlais de la marque et en fait j'avais pas vraiment compris qu'il fallait s'adresser à une audience et surtout écrire pour son audience. C'était très centré sur ce qu'on faisait et c'est en lisant le barboteur mais aussi Bungle que j'ai vraiment été inspiré et compris qu'il fallait en fait donner des idées, inspirer les lecteurs et vraiment écrire pour eux. Ouais, complètement. Je te rejoins. Moi aussi, je te parlais de cet échec-là, mais effectivement, j'ai appris aussi en regardant, par exemple, Benoît et Geoffrey, quand j'ai lancé donc Benoît et Geoffrey de chez Bungle, quand j'ai lancé le blog à l'époque, ça a été les premiers à venir m'encourager et me donner des conseils pour justement me lancer dans cette aventure et pour pouvoir progresser. Donc, ça a été utile aussi d'écouter parce que eux, ça faisait un petit moment qu'ils étaient là. Et puis bon, on connaît aujourd'hui leur évolution. Hein, ils ont créé leur propre marque. Enfin, voilà, c'est devenu vraiment une belle entreprise, plus de leur blog. Mais oui, c'est vrai que il faut pas oublier qu'on s'adresse aux lecteurs. Il faut pas oublier qu'ils sont en attente aussi voilà, s'ils nous suivent, c'est pour apprendre des choses, découvrir de nouveaux produits, de nouvelles marques, et ça, ça m'a permis de vite l'intégrer et de comprendre où il faut aller. Même pour moi, ça a été super enrichissant. Quoi. Qui t'inspire aujourd'hui? Tout le monde. J'essaye justement d'observer, de regarder tout ce qui se passe, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la rue, que ce soit mes amis, ma famille. Voilà, je suis pas du tout fermé. Au contraire, j'essaye d'observer un maximum pour voilà, essayer de capter des choses qui pourraient être intéressantes et pouvoir relayer après auprès de ma communauté. Donc non, j'ai pas des personnes en particulier qui m'inspirent, mais voilà, je suis observateur et j'essaye de capter des choses que je pourrais partager après auprès de mes lecteurs. Là, on est au deuxième trimestre de 2023. Il y a un sujet dont énormément de personnes parlent sur les réseaux, c'est ChatGPT. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Je trouve ça formidable parce que je suis un grand fan de nouvelles technologies et tout ce qui est intelligence artificielle. Je trouve ça extraordinaire de pouvoir développer ce genre d'outils. Après, ça reste un outil, ça reste de l'intelligence artificielle, c'est pas humain, ça manque de vie, ça manque d'authenticité, je trouve ces outils intéressants parce que ça permet on va dire peut-être améliorer son travail, je le vois en complément. Demain, utiliser ChatGPT pour écrire des articles, je trouve que ça n'a pas forcément d'utilité, ni par rapport aux lecteurs, ça serait leur mentir aussi. Il y a plus cette authenticité. Après, par contre, s'en servir pour s'aider, pour essayer de trouver des idées, ou ça, je trouve ça intéressant pour le coup. Voilà ce que j'en pense par rapport à ChatGPT. On est encore qu'au début. Je trouve que de mon côté, tu utilises pas mal pour avoir des idées ou avoir un partenaire pour réfléchir à ces nouvelles idées. Par exemple, les titres de blog, ça m'aide souvent à sortir de mon esprit et des limites que je peux avoir ou des préconceptions que je peux avoir. Et ChatGPT me donne de nouvelles idées, de nouveaux mots à utiliser que j'aurais pas nécessairement pris en compte, qui m'aident énormément à améliorer le travail. Mais c'est vrai que, comme tu dis, ça ne te donne pas un résultat parfait.
pas du tout un résultat que tu as envie d'utiliser juste comme ça, mais ça peut aider à améliorer son contenu, à améliorer son style, son écriture, à corriger certaines fautes ou à donner plus de fluidité à ce qu'on peut écrire. Oui, complètement. C'est exactement ça. C'est dans ce sens-là qu'il faut l'utiliser, je pense. Tu vois, je discutais avec un ami à moi qui est développeur, qui s'en sert pour justement créer du code, et lui s'en servait pour améliorer son code. C'était pas pour lui cracher du code et ok, je copie, je colle et c'est bon. Mais c'était pour améliorer son code et il se servait de ChatGPT pour justement corriger des lignes de code qui pourraient être améliorées. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est intéressant. Et peut-être la plus grosse astuce que je pourrais donner là-dessus, c'est de ne pas demander à ChatGPT de donner une meilleure version, mais en fait de donner des explications sur comment améliorer. Et c'est là qu'on arrive à avoir de très très bonnes idées. Yes, je note. J'avais une dernière question pour toi, Xavier. Quel a été ton plus gros succès au cours de ces 12 années de blogueur? Ma première collaboration, la première fois qu'une marque m'a contacté pour me proposer une collaboration, je pense que ça m'a marqué, je m'en souviens encore, je me souviens où j'étais, avec qui j'étais, et c'était il y a 12 ans en arrière, donc voilà, pour te dire que ça m'a énormément marqué, donc ça j'en étais très fier parce que même si c'était pas une grande marque, et je suis pas certain que cette marque existe encore aujourd'hui, puisque c'était un petit auto-entrepreneur qui se lançait, qui avait créé sa marque de polo. Mais j'étais tellement content d'être contacté que c'est vrai que ça m'a rendu fier. Il y a ce moment-là, et je pense que mon passage à 7 à 8 aussi, je m'attendais pas du tout à être contacté par cette émission et me retrouver dans un sujet qui a duré 10 minutes, un quart d'heure, dans lequel j'ai pu m'exprimer sur mon travail. D'ailleurs, on peut retrouver la vidéo sur mon blog. Je trouve que voilà, c'était un moment pour moi qui m'a marqué parce que c'était pas une consécration, hein, comme je disais, mais voilà, je me suis senti un peu reconnu dans ce que je faisais et ça a été un moment fort. En tout cas, Xavier, merci beaucoup de nous avoir parlé de tout ton travail avec le barboteur et de comment est-ce que tu fais tout ça. C'est vraiment génial. J'encourage tous les auditeurs à aller sur ton blog et sur ton compte Insta pour retrouver dans les notes du podcast. Merci Guéric, c'était super échange. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez que de nouveaux épisodes arrivent bientôt et je suis vraiment impatient de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à Double Clic sur la mode. Et n'hésitez pas à laisser un avis pour nous dire ce que vous pensez des sujets que j'aborde avec les invités. J'aimerais également vous parler un peu plus de Goudron Blanc. Depuis près de 10 ans, Goudron Blanc s'efforce de répondre aux attentes des hommes en quête de vêtements de qualité. À l'époque, je m'étais rendu compte qu'il n'était pas facile de trouver un bon t-shirt. Et c'est cette idée du t-shirt idéal qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. Je voulais créer un t-shirt bien coupé, avec un tissu épais, ultra doux et des couleurs faciles à porter. Honnêtement, je suis vraiment fier du résultat. Mais assez parlé. Le mieux, c'est que vous alliez faire un tour sur notre boutique en ligne pour découvrir tout ça par vous-même. Rendez-vous sur Goudron Blanc ou cherchez Goudron Blanc sur Google.